Donc il y a des choses que j'ai pas l'habitude d'entendre avec mon père. Mais quand il m'a pris dans ses bras et qu'il m'a dit qu'il était fier de moi, et là vraiment j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans notre relation. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tademi Talks. Aujourd'hui, j'accueille Alpha Aliou Diallo. Alpha, comment ça va? Écoute, ça va très bien, et toi, Sofiane? Ça va super, je suis content qu'on se fasse enfin cet épisode ensemble. On a une belle aventure qui a débuté tous les deux il y a quelques années, on va y revenir. Juste avant, je vais me permettre de te présenter. Alpha, tu as 24 ans, tu es né et tu as grandi à Rouen. Pendant tes études à l'Institut des Mines Télécom Business School, tu assistes à une conférence de Nesrine Berama, cofondatrice de Tademi. Tu décides alors de nous contacter afin de rejoindre l'aventure, aventure qui a propulsé ta carrière dans la tech et on va en parler lors de cet épisode. Aujourd'hui, tu es business developer dans une entreprise américaine en pleine croissance, spécialisée dans la data et l'IA. Alpha, bienvenue dans Tademi Talks. Merci, Sofiane. Juste avant de débuter, Alpha, on va évoquer ton expérience avec Tademi, on va évoquer ce que tu fais actuellement, le job sur lequel tu es, l'entreprise dans laquelle tu es. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton background, qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel tu as grandi, savoir si tu étais un bon élève à l'école ou pas, et comment t'en es arrivé un peu jusque-là. Écoute, Sofiane, donc moi, tu vois, je suis fils d'immigrés. Mes parents, ils ont fait beaucoup de sacrifices quand ils sont arrivés en France, histoire de pouvoir réussir, histoire de pouvoir m'offrir le meilleur contexte, en fait, au niveau de mon éducation. Et donc là-dessus, mon père était assez strict. Donc pour lui, il fallait que je fasse absolument la meilleure école. Pour lui, j'avais en fait le contexte en France vraiment pour pouvoir me dépasser, pour pouvoir aller super loin, avoir accès à tous les bouquins, toutes les informations que je voulais. Et donc, ça a été le cas pendant un certain temps. Et puis après, quand je suis arrivé, on va dire, après le lycée au niveau de la prépa, c'est le moment où j'ai commencé à avoir, entre guillemets, mes premiers ratés, mes premières limites. Et je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas forcément le profil le plus scolaire, en tout cas. Mais de ce côté-là, ouais, j'ai grandi quand même dans un environnement où c'était très important de se focaliser sur l'éducation, sur les cours, c'était la priorité pour mes parents. Ok, donc on va en parler un peu de la prépa parce que ça a été une expérience pour toi à l'époque douloureuse, avec du recul qui a été presque salvatrice. L'importance de ton père dans ce parcours, elle est clé. Je crois savoir que c'est un peu aussi grâce à ton père que tu as commencé à interagir avec la tech. Est-ce que tu peux nous raconter ton souvenir le plus lointain? Tout à fait, là tu me ramènes vraiment en enfance quand j'avais peut-être 8-9 ans. Ouais. Et un jour, il est rentré du travail et il a ramené un ordinateur, une espèce de grosse machine, vraiment quelque chose d'énorme. Et de base, c'était juste pour que lui puisse déjà commencer à traiter un peu des documents sur Word. Et très vite, il m'a dit « Ouais, vas-y, tu peux jouer avec, tu peux t'en servir un petit peu. » Et donc, je suis vite tombé amoureux en fait, de cet ordinateur où j'ai passé énormément de temps à faire des recherches, à regarder des films et aussi à écouter énormément de musique, puisqu'il avait aussi déjà beaucoup de CD-ROM qu'il avait acheté. Et c'est vraiment là, en fait, je me suis passionné pour la technologie. Après, j'ai découvert tout ce qui était la Silicon Valley, toutes les grandes entreprises californiennes. Et je me suis dit « Waouh, franchement, ce serait incroyable si un jour je pouvais travailler pour une entreprise de ce type-là. » Ouais, et puis, c'est marrant parce que toi et moi, on a pas mal de points communs. On est aussi tous les deux passionnés par la musique, notamment le rap, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et moi, j'ai eu un peu la même histoire quand j'étais jeune. Pareil, je dirais vers mes 10 ans, j'ai un oncle qui est informaticien et qui me ramenait des unités centrales qui récupéraient, qui étaient un peu cassées, qui réparaient, qui bidouillaient. Il me les ramenait pour que je puisse avoir mes premiers ordinateurs. Et c'est un peu comme ça aussi que m'est venue cette passion pour la tech. Je me rappelle de Windows 98 qui s'affichait. Je me disais, ah ouais, ça a l'air quand même super cool, tout ça. Je jouais à Adibou à l'époque. Je sais pas si je me rappelle Adibou. Mais moi aussi, c'est de là que c'est un peu parti. Et finalement, après, en cours de route, un peu comme toi, c'est quelque chose que j'ai mis de côté pour finalement y revenir en me disant, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et ce dans quoi j'ai envie de faire carrière. En tout cas, donc, tu t'es dirigé vers des études un peu guidées aussi par ta famille qui t'a donné ce cadre et qui voulait que tu fasses des études prestigieuses. Et donc, tu es allé en classe préparatoire. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Écoute, de base, donc au lycée, je travaillais bien, etc. Donc mon père, il était en mode, ok, je veux que toi, tu fasses Polytechnique ou quelque chose de cet ordre-là ou HEC. Donc, hop, tu vas partir en classe prépa. Ma sœur l'avait fait avant, donc j'étais en mode, ok, c'est clair, il faut que j'aille en classe prépa.
Et là, en termes de rythme de travail, en termes de ce qui est demandé, je me rends compte que ça correspond pas du tout à moi, ma personnalité. Ouais. Et même si au final, bon, ça va, genre, j'ai quand même fait une année entre guillemets qui était honorable, c'était pas une catastrophe totale. J'ai clairement dit à mon père que je ferais pas de deuxième année. Donc de ce côté-là, et sur le coup, ça avait mis un froid parce que tout de suite, il s'imaginait donc que les études, je ferais pas beaucoup d'études sup. Il me pensait que je finirais peut-être même pas avec un bac plus 2, un bac plus 3. Il était en mode bon, ça l'intéresse pas, c'est pas fait pour lui. On lui a donné le contexte pour. Et donc à ce moment-là, moi, je me suis concentré sur vraiment ce que je voulais faire professionnellement. Je me suis détaché en fait de cette attache à la réussite, à cette volonté forcément juste de faire les meilleures études. Je me suis dit ok, c'est pour aller où? Et donc je me suis intéressé à la gestion, puisque mon père faisait de la gestion dans une entreprise. Et je me suis dit, d'accord, donc moi, ce qui pourrait me correspondre, c'est un DUT, parce que c'est un peu plus professionnalisant, je vais avoir des stages, je vais pouvoir tester différents domaines de l'entreprise, comme la communication, le marketing, le commerce, etc. Et là, j'ai trouvé ce qui me correspond. Ok, et je pense que ça, c'est important quand même de s'attarder un peu là-dessus. Tu as vécu ta prépa un peu comme un échec. Ça a été un moment qui a été difficile pour toi. Qu'est-ce qui a été difficile à ce moment-là? Il y avait l'aspect où voilà, tu avais un peu déçu ta famille, en quelque sorte. Comment tu l'as vécu? Et avec le recul, maintenant aussi que tu as du recul sur la suite de ton parcours, qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Ouais, c'est une bonne remarque parce que c'était vraiment une grosse déception. Genre, je le voyais vraiment dans le regard de mon père à l'époque déjà. Et de moi-même, je me disais, ok, je me suis fermé des portes en échouant à la prépa et des entreprises auxquelles j'aurais pas accès, des parcours auxquels j'aurais pas accès. Et finalement, en fait, je suis content d'avoir arrêté cette prépa et d'avoir fait la décision d'arrêter après la première année, parce que le DUT, ça a été un moment où je me suis vraiment ouvert professionnellement. J'ai commencé un peu à, entre guillemets, à trouver mon style, j'ai commencé des premières expériences de stage qui m'ont permis de mieux me connaître, et ça m'a beaucoup plus apporté que de me dire, ok, j'ai fait une prépa, et genre même si j'avais eu une école top 3, je suis pas sûr au final que je serais là, tu vois, à parler avec toi pour ta Demi Talk. Donc moi, je suis très content d'avoir arrêté cette prépa, et d'avoir finalement trouvé un parcours qui me correspondait plus. Et mon père aussi en est très content aujourd'hui. Donc finalement, c'est effectivement une expérience qui a été salvatrice. Du coup, c'est quand même hyper important parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop cette culture de l'échec. C'est un peu tabou d'échouer. Il y a même un rappeur normand que beaucoup connaissent qui a fait un son là-dessus, La peur de l'échec, tu dois le connaître. Ouais. Donc c'est vrai que l'échec, ça cristallise souvent les débats en France, alors que dans la culture anglo-saxonne, américaine, l'échec est célébré. En fait, on dit que ça fait partie du chemin, ça fait partie des succès, et je crois que c'est exactement ce que tu as vécu avec cet échec-là lors de ta prépa. Ouais, tout à fait. Et tu vois, quand j'étais en DUT, j'avais un cours où ils avaient mis un extrait de Steve Jobs qui justement expliquait comment ces échecs l'avaient forgé, et lui avait permis de réussir. Et c'est vraiment à ce moment-là où moi j'ai repensé à ma prépa et je me suis dit que j'étais sur le bon chemin. Ouais, mais ça c'est top. Et donc suite à ça, là tu trouves un peu plus ta voie, tu arrives à un peu plus exister aussi, à t'affirmer, et tu vas intégrer l'IMTBS, donc Institut des Mines Télécom Business School. Pourquoi tu as intégré cette école et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors moi déjà à l'époque, j'étais déjà focalisé sur l'IT, sur la tech. Donc je me suis dit, je vais pouvoir faire un cabinet de conseil orienté vers l'IT, même si pour moi les boîtes de tech en tant que telles étaient inaccessibles. Donc il y avait déjà les très bons partenariats qu'a cette école avec les cabinets de conseil qui m'avaient orienté. Et il y a également l'aspect financier. Alors c'est une école qui est beaucoup moins chère que la plupart des écoles de commerce. Alors c'est pas mon cas, mais je sais que pour les boursiers elle est également gratuite, ce que je trouve est une très belle chose. Et donc c'est vraiment une école où je me suis retrouvé au niveau des valeurs. Donc il y avait vraiment ce côté social, ce côté inclusif au sein de l'IMT. Il y avait la proximité avec Paris, la proximité vraiment avec l'univers des technologies de l'information. Donc c'est tout ça qui m'a fait dire que c'était l'école qui était adaptée à mon profil. Et pourquoi tu pensais que les grands acteurs de la tech c'était inaccessible à ce moment-là? À ce moment-là, tu vois, genre, tu me parles de Google, de Microsoft, etc. Pour moi, faut avoir fait Polytechnique pour entrer dans ces entreprises-là. Et entre guillemets, même si c'est une bonne école, on reste quand même plus ou moins dans le top 10, quoi. Donc, pour moi, j'avais clairement pas l'opportunité de passer ne serait-ce que l'entretien RH dans ces entreprises. Donc, tu avais un peu des pensées limitantes par rapport à ça, en disant que ton école était peut-être pas assez prestigieuse pour intégrer des grands groupes de ce type. Peut-être aussi l'influence du contexte familial que tu nous as décrit, où on espérait pour toi peut-être des écoles plus prestigieuses que celles que tu as fait. Pourtant, c'est exactement cette école qui a engendré un changement majeur dans ta carrière, puisque c'est dans ce contexte-là que tu as rencontré Nesrine, la personne avec qui j'ai cofondé Tademi. Nesrine qui est diplômée de l'IMTBS également, et je crois que c'est lors d'une conférence qu'elle a fait à l'IMTBS que tu as découvert Tademi et que tu as eu envie de nous contacter.
C'est quoi ton souvenir là-dessus? Qu'est-ce que ça a procuré chez toi, cette rencontre avec Nesrine? Alors déjà, il faut savoir que cette rencontre-là, c'était en septembre, donc c'était peut-être ma 2e ou ma 3e semaine de cours. Ouais. Et donc du coup, je m'excuse déjà auprès de l'IMT d'avoir sous-estimé cette école. Parce que quand j'ai vu Nesrine en face de moi avec son CV super solide et qui à l'époque était à Salesforce et qu'elle commence à parler de ses expériences, j'ai eu un déclic où je me suis dit merde, en fait c'est possible quoi. Genre c'est pas impossible. Et donc premier réflexe, je l'ai ajouté sur LinkedIn et tout de suite ça a commencé en fait à détruire un peu ces pensées limitantes et j'avais un peu en tête de me dire ok, donc il y a quand même des parcours qui peuvent arriver à réussir à entrer dans les boîtes de tech, mais j'avoue qu'à ce moment-là je me disais quand même que c'était une exception, comme quoi c'est assez fort, tu vois, ces pensées limitantes. Ouais, c'était assez ancré, mais en tout cas ce que ça change à ce moment-là, c'est que tu commences à y croire. Ouais. Déjà ça c'est le point de départ de toute transformation ou de toute atteinte d'objectif, c'est de commencer à y croire. Et donc là, en suivant Nesrine, tu te renseignes un peu plus sur Tademy, tu décides de nous contacter. Et là, on a échangé tous les deux, et je me souviens à l'issue de notre appel, t'es un des rares à avoir fait ça de cette façon-là, mais avant même de terminer, tu m'as dit « Sofiane, let's go. Moi, je suis chaud, je te fais full confiance. » Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous rejoindre et de nous faire confiance aussi rapidement? Déjà, l'échange qu'on avait eu, je sais pas si tu t'en rappelles. Je me rappelle très bien. Mais c'était franchement constructif, ça m'a vraiment mis en confiance. J'ai senti tout l'aspect humain en fait de Tademy. Et puis comme tu l'as dit, on se ressemblait déjà pas mal au niveau des parcours. Donc tu avais ressenti mon ambition, j'avais senti que tu étais passé par là aussi avant. Donc je me suis dit ok, donc si j'emprunte la voie de Tademy, j'arrive à visualiser où est-ce que je vais arriver. Et c'est vraiment ça que je veux quoi. Ouais. Et donc je me disais en même temps que c'était un peu maintenant quoi. C'était là qu'il fallait prendre une décision. J'avais vu déjà le site web de Tademy avec tous les parcours, toutes les personnes qui étaient passées par là. Et je me suis reconnu en fait tout simplement dans les profils, dans les écoles, dans les histoires qui étaient racontées. Et je me suis dit que ça pouvait être moi aussi un jour qui raconterait mon histoire quoi. Et là on y est à ce jour. Comme quoi tu t'es bien projeté et c'est ça qui fait que j'aime autant ce projet, que j'en suis fier. Tu nous rejoins, tu nous fais confiance. Et là, comment ça se passe? Comment ça se passe le coaching? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce coaching? Et quel a été le résultat de cet accompagnement? Alors déjà, je l'avais pressenti dès notre premier échange, mais c'était pas, on va dire, une formation un peu scolaire où j'allais devoir revoir des trucs de manière un petit peu classique, on va dire. Mais c'était vraiment un échange. Tu as cherché à me comprendre, tu as cherché à comprendre mon parcours, tu as cherché à comprendre mes forces, mes faiblesses et mes hobbies. Et tu t'es dit, ok, donc Alpha, on va te créer ton storytelling. C'était vraiment l'objectif, puisque c'est ça qui permet donc de réussir ces entretiens-là dans les entreprises de technologie et savoir aussi vers quel type de poste était plus adapté. Comme à l'époque, j'étais encore assez ouvert, assez versatile. Et donc, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est tout cet aspect humain. C'était vraiment un accompagnement, en fait. Ouais, donc ce que tu as aimé, c'est cette grande proximité. Nous, à l'époque, on a eu l'opportunité de faire ça ensemble. Aujourd'hui, on a 17 coachs qui travaillent avec nous et on s'est bien développé et j'en suis super content. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'axer tout ça sur l'humain et sur une très grande proximité avec chaque individu. Parce que pour nous, chaque individu est différent. Et il ne suffit pas juste de leur partager un contenu identique pour que ça fonctionne. Ce qui est important, c'est que ça soit personnalisé pour chacun. Donc ça, c'est vraiment ce qui toi, t'a plu. Et qu'est-ce que ça t'a permis d'atteindre comme résultat? Alors, on va pas forcément revenir en détail sur le timing parce qu'on a eu un timing exceptionnel. Je crois que ton coaching a été un des coachings les plus rapides de l'histoire de Tademy. Tu peux en parler, mais raconte-nous un petit peu ce que ça t'a permis d'obtenir. Ouais, alors nous, tout s'est fait au cours du même mois de février, hein, si je me rappelle bien, le process pour Salesforce, parce que c'est l'entreprise du coup que j'ai eu en apprentissage. Il a duré à peu près 2-3 semaines. Et c'était vraiment juste avant que je te rencontre, quoi. Ouais. Donc que je te rencontrais, je me rappelle que j'avais bossé comme un fou pour refaire mon CV en un jour ou deux. Et après, hop, on l'avait envoyé à Salesforce. Et derrière, hop, j'ai fait le process. Après chaque étape, on s'appelait, on s'encourageait un petit peu et tout. Et au final, j'ai été pris. C'est ça, j'ai été le premier à avoir mon apprentissage, en plus pour une super entreprise. Donc ouais, effectivement, c'est vraiment un très bon move que j'ai fait, je pense, de rejoindre Tademy aussi rapidement et très vite. C'est vrai que tu as été le premier de ton école, ça t'a fait ta petite réputation à l'IMTBS, un des premiers à signer son alternance. Ça, c'est super. Et donc là, tu débarques dans le monde de la tech pour 2 ans en alternance. Qu'est-ce qui t'a marqué? Tu découvres toute cette culture-là dont tu avais entendu parler. Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, déjà, ce qui m'avait marqué, c'est les personnes avec lesquelles j'ai été amené à travailler. Hein. Donc, si certaines personnes de Salesforce, par exemple, voient ce podcast, c'est vraiment les personnes sont intelligentes, elles sont ambitieuses
Et on se retrouve vraiment avec des profils un peu spéciaux de personnes qui ont soit des parcours atypiques, soit qui ont des projets à côté du travail, qui ont énormément de choses en fait à partager. Et donc déjà, il y avait cet aspect humain qui est extrêmement enrichissant. Et plus du côté de l'entreprise, ça va être les avantages que vont avoir donc les salariés. Donc du côté de Salesforce, par exemple, dans les locaux, on va absolument rien payer, alors qu'on va avoir des desserts, des boissons, tout un tas de choses. Et pareil, au niveau du bien-être, on va avoir également des budgets qui vont être alloués juste pour, par exemple, le sport, le spa, ce genre de choses. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans assez peu d'entreprises. Et pour une première expérience, c'était quand même assez marquant, quoi. Donc tout cet aspect-là, au moi, de base, encore une fois, je venais de Rouen. Et je me retrouvais au Champ de Mars en face de la Tour Eiffel pour mon apprentissage aussi rapidement. Je me suis dit que quand même, il s'était passé quelque chose, quoi. Ouais, donc là, il y a un vrai tournant qui s'opère un petit peu. Tu continues d'y croire et de te projeter. Tu rencontres des personnes qui vont continuer à alimenter ton ambition. Pendant 2 ans, tu es sur un job d'ingénieur avant-vente dans le cadre de ton alternance. Et c'est l'occasion aussi pour toi de te rendre compte que c'est peut-être sur un autre job que tu souhaites t'épanouir. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as eu cette réalisation-là et comment ça a influencé la suite de ton parcours ? Ouais, totalement. D'ailleurs, on en avait parlé à l'époque, hein, comme on se voyait déjà, que tu continuais de m'accompagner, je te tenais un peu au courant de comment ça se passait. Mais ouais, je me rappelle en fait qu'en tant qu'avant-vente, j'étais amené à travailler avec ce qu'on appelle des accounts exécutifs, donc des responsables de compte en français, donc des personnes qui sont, on va dire, des commerciaux purs. Mmh. Et donc, au travers de cette collaboration, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement les appétences techniques qui sont nécessaires pour le poste d'avant-vente. Sachant qu'à l'époque, chez Salesforce, le produit n'était pas spécialement technique, mais je sentais que j'avais pas spécialement envie de creuser cet aspect-là. Mais je me suis rendu compte qu'au niveau des soft skills, au niveau de mon relationnel, au niveau de comment je pitchais, comment j'étais capable de présenter, il fallait plutôt que j'explore vraiment la partie commerciale. Ouais, donc là, à partir de ce moment-là, tu te dis, pour la suite, je vais terminer mon alternance, je vais être amené à rechercher mon premier job, je vais me diriger plutôt vers une carrière commerciale et donc tu as ciblé le job de business developer. Est-ce que tu peux expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas en quoi ça consiste business developer et pourquoi c'est par là qu'on doit commencer ? Alors le job de business developer, souvent on dit business developer représentatif parce qu'on est vraiment le représentant de l'entreprise et généralement le premier point de contact entre un client et donc notre entreprise pour laquelle on va vendre. Et donc l'idée de ce job, c'est de faire toute la partie qu'on va appeler la prospection. Donc on va contacter des entreprises, donc soit qui sont déjà un peu clientes, soit qui ne travaillent pas du tout avec nous. On va leur adresser un discours de premier niveau, on va présenter en gros ce qu'on fait. Donc pourquoi en fait on devrait se parler aujourd'hui, quel intérêt on aurait. Et le but c'est d'aller chercher des premiers meetings. On va ramener en fait le responsable du compte qui va pouvoir en fait creuser le sujet avec par exemple un responsable supply chain, un responsable commercial et de voir derrière en fait si à terme il sera intéressé par un projet de vente tout simplement. Donc on est vraiment au tout début du cycle de vente. Donc l'idée c'est vraiment de faire toute cette partie de prospection. Ok, et donc toi tu savais que c'est ce qui allait t'intéresser puisque tu as aussi eu l'occasion de rencontrer des personnes qui exerçaient ce métier, d'échanger avec elles. Tu m'as parlé du fait que le réseau c'est un élément clé aussi dans la suite de ton parcours. Nous effectivement avec Tademy on le sait à tel point qu'on ouvre notre réseau justement à tous les talents qu'on accompagne puisque c'est un énorme game changer. Toi, une fois que tu as mis les pieds dans ce monde-là, tu as eu l'occasion de te constituer ton propre réseau et c'est ce qui t'a amené aux différentes opportunités que tu as eues par la suite. Est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, bien sûr. Parce que dès le moment où je suis arrivé à Salesforce, naturellement, il y avait d'autres personnes qui étaient passées par Tademy, qui étaient aussi présentes et avec qui on avait déjà un premier lien. Donc il y a certaines de ces personnes maintenant qui sont devenues mes amis, avec qui j'échange encore régulièrement. Et également, le fait est que grâce au réseau Tademy, dès que je pouvais m'intéresser par exemple à une entreprise de technologie et vouloir un peu creuser, avoir un premier niveau de discussion avec quelqu'un qui était en interne, je savais en fait que par Tademy, il y avait des personnes donc avec qui j'allais pouvoir échanger. Donc par exemple l'exemple de Databricks avec Kassem qui est donc également passé qui fait partie en tout cas de ce réseau là aujourd'hui, avec qui j'ai pu discuter. Et donc je sais en fait que c'est essentiel en fait dans la tech que ce soit ce réseau là ou d'ailleurs le réseau Salesforce ou d'une entreprise de technologie. Tu t'es aussi constitué ton propre réseau indépendamment du réseau Tademy et tu as aussi fait d'autres rencontres qui ne sont pas liées à Tademy qui t'ont permis d'obtenir certaines infos pour la suite. C'est ce que tu me disais pour Exactement. Les process que tu as été amené à faire notamment. C'est ça, voilà. Et en fait, c'est vraiment un univers où en fait tout le monde se connaît. Donc moi, je considère que le plus dur en fait, c'est d'y rentrer, c'est de faire le premier pas.
Ouais. Et une fois qu'on est dedans, on se rend très vite compte qu'on connaît des personnes dans telle boîte, dans telle autre boîte, etc. Et on finit un peu par avoir des informations sur tout ce qui se passe Bien sûr. et sur vraiment la qualité de vie dans chaque entreprise. Bien sûr. Toi, tu as eu l'opportunité de faire une alternance quand même de 2 ans dans un grand groupe de la tech. C'est vrai que ça aide sur le CV pour derrière aller chercher un CDI dans une autre boîte de la tech assez reconnue. Tout le monde n'a pas forcément l'opportunité de passer par ce type d'entreprise-là pour leur stage ou pour leur alternance. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là ? Moi, je dirais encore une fois que c'est pas une nécessité du tout. Je veux dire, que ce soit à Databricks ou même quand j'étais à Salesforce, il y avait des tas de personnes qui n'avaient fait aucun stage, aucun apprentissage dans une entreprise de technologie. Il y avait des personnes qui venaient de milieux parfois très très différents. Et il y a même une personne d'ailleurs qui n'a même pas, par exemple, de master au sens classique. Donc, on retrouve un peu de tout type de profil. Et donc, c'est pas forcément une nécessité d'être passé par là. Le plus important, ça va être le premier pas. Donc, si jamais vous avez l'opportunité de faire un apprentissage, une boîte de tech, allez-y, ça va vous ouvrir plein de portes et ce sera d'autant mieux pour la suite. Mais si jamais c'est pas encore le cas, c'est pas du tout quelque chose qui va vous bloquer et vous empêcher de réussir. Ce qui va faire la différence après, c'est la façon de mettre en avant son expérience, toute cette partie storytelling que tu as évoquée. Moi, avant d'entrer chez Microsoft, j'y suis entré par le biais d'alternance, certes, mais j'avais fait des stages avant dans des entreprises qui n'avaient rien à voir avec le monde de la tech. Mais c'est en sachant en parler, en mettant en avant ce que j'avais fait dans ces entreprises-là, que j'ai pu accéder à Microsoft. Et finalement, ça, c'est vrai pour tout le monde, surtout en début de carrière. On a beaucoup d'étudiants, moi j'ai pas mal d'étudiants qui viennent me voir en me disant, voilà, j'ai fait mon stage et mon alternance dans d'autres industries qui n'ont rien à voir avec la tech. Est-ce que je peux quand même prétendre à un CDI dans la tech ? Bien sûr que oui, puisque tu débutes en fait ta carrière. Les entreprises peuvent comprendre que dans tes stages ou dans tes alternances, tu te cherchais encore et ça peut faire partie d'une histoire à raconter qui va être pertinente. Donc ça, c'est, je pense, un message intéressant à faire passer. En tout cas pour toi, sur la fin de ton alternance, donc tu t'apprêtes à rentrer plus durablement sur la vie active, à la recherche de ton CDI. Et là, bon... Tu as quand même été très bien préparé par le passé sur les entretiens. Tu as eu le temps aussi de te développer pendant 2 ans d'alternance au contact de ces personnes qui t'ont apporté énormément, comme tu l'as mentionné. Et donc là, en fait, tu passes plusieurs process et tu cartonnes tout, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Ouais, alors de ce côté-là, ça s'est plutôt bien passé en termes de process. Donc, je n'ai pas décidé de faire 10 000 boîtes en termes de process. Je me suis focalisé sur 3-4 entreprises. Et donc, il y a eu pour, par exemple, Gartner ou pour Snowflake, pour lesquels j'ai fait les process, pour qui je connaissais des personnes. Et effectivement, ça a débouché donc, sur des offres. Et également pour Databricks, qui est l'entreprise que j'ai décidé de rejoindre finalement. Ouais, donc toi, tu as eu le luxe de pouvoir faire un choix entre différents jobs. Et c'est ça aussi qu'on trouve formidable dans ce secteur de la tech et pourquoi on encourage tant de personnes à s'y intéresser, c'est que ça ouvre tellement d'opportunités que finalement, ça entraîne une certaine forme de sécurité de l'emploi, sécurité financière, ça, c'est pas négligeable. Donc toi, tu as eu le luxe d'avoir à choisir et tu as choisi Databricks. Pourquoi ce choix ? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entreprise, qu'on comprenne un peu mieux ce qu'elle fait ? Ouais, alors très simplement, Databricks, c'est donc encore une fois une entreprise de technologie qui propose une plateforme qui permet en fait de simplifier, d'accélérer tous les projets qui vont concerner la data ou l'intelligence artificielle. Donc on est vraiment l'entreprise autour de la data et autour de l'IA, donc avant que ça devienne vraiment une démocratisation au sein du secteur. Et donc moi j'ai choisi Databricks parce que déjà pour la qualité de vie. Donc c'est une entreprise en fait où on va vraiment respecter donc, le fait qu'en dehors du travail, on va rester des individus. Donc on va avoir besoin également de temps pour nous. Donc ça, je le savais parce que j'avais discuté avec des personnes qui étaient déjà en interne. Donc encore une fois, c'est mon réseau qui a pu jouer en cette faveur-là. Et également, rien qu'en termes de salaire également. Donc où je suis là actuellement à 72 000, sachant que dans mon équipe, normalement, je devrais pouvoir faire plus la première année parce que c'est également une entreprise donc, qui est en forte croissance. Et donc tout le monde peut également dépasser ses objectifs. Étant donné que je suis commercial, c'est aussi quelque chose que j'ai regardé et que je conseille de regarder, en tout cas de pouvoir discuter avec le réseau, avec des personnes en interne, etc. Et donc également, bien sûr, la technologie qui pour moi est super prometteuse et ça se voit au niveau des chiffres de notre croissance et des chiffres des équipes commerciales. Ok, donc là, tu as rejoint cette entreprise il y a à peu près 2 mois. Toi, tu es diplômé cette année, donc c'est vraiment la première entreprise que tu rejoins une fois diplômé et tu as signé ce que tu nous disais à 72 000 € annuel, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu imaginais pouvoir obtenir ce salaire en sortie d'études ?
à l'époque où tu te projetais sur les salaires? Qu'est-ce qu'on vous disait à l'école? Bah, moi, c'est simple. J'imaginais que j'aurais le salaire moyen à la sortie de mon école, donc c'est-à-dire 40 000, puisque c'est ce que l'école nous vend. Et grosso modo, dans les écoles de commerce, c'est ce qu'on a. Et même en faisant une top 3, on va monter peut-être à 50 000 quand on parle vraiment de la sortie, pas 3 ans après, quoi. Donc moi, j'imaginais quelque chose dans ces eaux-là. Et puis il y avait aussi cette dimension dans ton choix, où là le poste que tu occupes actuellement c'est à Paris. Sur les autres opportunités que tu avais, c'était potentiellement à l'étranger, il y a Barcelone, il y a aussi potentiellement l'Irlande. Toi c'est aussi ce qui a orienté ton choix, où tu avais envie de rester en France, puisque ça matchait avec tes projets perso. Oui, bien sûr, ça a totalement joué. C'est le fait est que j'avais ma famille à proximité, hein, donc comme je disais du côté de Rouen. Et puis même, je souhaitais quand même rester sur Paris encore quelques temps, donc ça aussi, ça a été un critère, mais c'est aussi un des avantages vraiment qu'on a dans la tech, c'est la simplicité pour la mobilité. Je connais des personnes justement qui sont en Espagne, d'autres qui sont à Amsterdam, d'autres qui sont en Irlande, d'autres qui sont en Angleterre, donc ça peut aller très vite aussi de ce côté-là. Et là, donc je le disais, ça fait un peu plus de 2 mois que tu es dans cette entreprise-là, et tu me disais avoir déjà vécu des trucs de fou, notamment un voyage à San Francisco. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça a créé chez toi, ce que ça a généré chez toi, ce voyage-là? Je crois même que tu me racontais en préparation de notre échange que ça a entraîné une réaction chez ton père, qui est très important dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, bien sûr. Donc le moment où je l'ai appris, en fait, je venais d'être pris chez Databricks et on discutait avec Louis, normalement, de comment ça allait se passer le début. Et il m'a dit, et aussi, vérifie que tu as bien ton passeport parce que tu pars à San Francisco. Et je lui ai dit, attends, je crois que j'ai pas bien entendu parce que j'étais pas au courant de ça en fait. Et effectivement, d'après 2 semaines après avoir rejoint Databricks, je prenais déjà l'avion et je partais en Californie. Donc ça, effectivement, quand j'ai dit à mon père, je crois que c'est le moment où il a réalisé vraiment l'entreprise pour laquelle je travaillais et que ça commençait à devenir sérieux, entre guillemets. Donc là, beaucoup de fierté parce qu'il m'a dit que lui, ça faisait longtemps qu'il voulait faire un voyage en fait en Californie, mais que chaque année avec ma mère, il repoussait un petit peu. Et il m'a dit, ouais, bien joué. Il m'a dit bien joué, il était super fier de moi de ce côté-là. Donc tu as senti la fierté du daron, comme on dit, après avoir peut-être senti sa déception par le passé, quelques années après voir sa fierté. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça a été des moments forts, hein, parce que comme tu le dis, les darons, ils ont une certaine fierté, ils ont une certaine pudeur. Donc il y a des choses que j'ai pas l'habitude d'entendre avec mon père. Mais quand il m'a pris dans ses bras et qu'il m'a dit qu'il était fier de moi, et là vraiment j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans notre relation, du fait que j'arrivais vraiment là où il voulait m'amener en fait depuis le début, là où il visualisait depuis toute mon enfance. C'était vraiment son objectif, c'est pourquoi il s'est sacrifié. Et là il s'est dit ok, il est encore au-delà de mes espérances, c'est génial quoi. Donc moi, ce genre de retour-là, ça ne peut pas me faire plus plaisir. C'est la raison d'être de ce projet-là, d'entendre des témoignages comme le tien. Je suis hyper ému et content d'entendre ça, parce que j'ai vécu aussi la même chose. Voilà, je sais que moi, un peu comme toi, voilà, je suis d'origine maghrébine, fils d'immigrés. J'ai un père assez pudique aussi dans la communication de ses émotions. Ceux qui ont vécu la même chose comprendront très bien ce qu'on veut dire. Et c'est vrai que c'est à partir aussi de ce moment-là où il m'a vu voyager à travers mes jobs, être dans une certaine aisance financière, participer à des événements où je présentais des choses devant 700 personnes, où il m'a dit qu'il était fier de moi, et ça compte beaucoup. Donc vraiment, je suis hyper content pour toi là-dessus. Et donc, ce voyage aux États-Unis, raconte-nous un peu comment ça se passe, parce que c'est assez fréquent dans les boîtes de la tech américaines notamment, d'envoyer leurs employés dans les premiers mois de la formation aux États-Unis pour être formés. Qu'est-ce que tu vis là-bas? Dans quelles conditions tu voyages? Parce que ça aussi, c'est important. On ne voyage pas dans n'importe quelles conditions. Non, c'est vrai que là-dessus, ils avaient mis le paquet parce que déjà, encore une fois, il y a le confort qui est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la tech. Et ils nous le font savoir. Et donc le fait est que par exemple tous les Uber étaient remboursés. Donc même pour me rendre à l'aéroport, déjà c'était quelque chose que j'avais jamais fait, quoi, d'y aller dans ces conditions-là. Ouais, on connaît le Orlibus à 10 balles, je suis passe Navigo zone 5. C'est ça, collé avec la mamie qui a trois valises en même temps. Aller à l'aéroport en Uber, déjà ça commence à faire kiffer. Voilà, c'est déjà autre chose. Ouais. Et derrière sur place, on arrive dans un hôtel 4 étoiles.
donc dans le quartier d'affaires. Et donc là, pareil, j'ai jamais fait ce type de vacances, hein, qu'on soit d'accord. Moi, je voyage chez de la famille d'habitude, hein. Donc, hôtel comme ça, pareil, ça a été un vrai choc. Et derrière, en fait, en plus, on a une semaine, alors qu'en vérité, on n'a que 3-4 jours de formation. Donc, j'ai pu me retrouver, en fait, tout simplement à profiter d'une expérience incroyable en Californie. On a pu faire des balades, des visites, etc. Et la formation aussi était exceptionnelle. Ouais. Très qualitative. Tu as rencontré aussi pas mal de personnes basées là-bas. Ok. Et donc, là, du coup, ça fait quelques mois que tu y es. Quand tu prends du recul sur tout ça, alors on vient de résumer un peu ces 3-4 dernières années, les 3 dernières années à peu près depuis ton école de commerce, ta DEMI, etc. Quand tu prends un peu du recul sur tout ça, c'est une question que beaucoup se posent, à quel point tu dirais que ta DEMI a été rentable pour toi? Et pas forcément que sur le plan financier. Bah moi, ce que je t'avais dit la dernière fois qu'on s'était appelé, c'est que juste ça a changé ma vie, en fait, tout simplement. Dans les conditions que j'ai aujourd'hui, dans le cadre que j'ai au travail, dans le rapport que j'ai aussi à ma famille, à mon père, et le rapport aussi que j'ai à l'argent qui évolue forcément aussi de fait, ta DEMI, je veux dire, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises, quoi. Franchement, de ce côté-là, de toute façon, je te l'ai déjà dit, je vois pas en fait quel autre choix j'ai fait qui a été aussi déterminant dans ma réussite. Ouais. Bah, franchement, ça me fait hyper plaisir d'entendre ça. Et tu as eu l'occasion, depuis que tu nous as rejoints, d'en parler autour de toi. Il y a quelques personnes qui nous ont rejoints depuis en voyant ton expérience, et tu as eu l'occasion de leur en parler. Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui songe à rejoindre l'aventure Ta DEMI? C'est une bonne question. C'est des choses que j'ai dit à des gens autour de moi, puisqu'il y a plusieurs personnes depuis que j'ai rejoint Ta DEMI qui ont également fait le move en voyant un petit peu comment j'évoluais. Et moi, je leur dirais aussi de se pencher en fait sur ce que font les personnes qui sont à Ta DEMI, de se pencher sur les entreprises de technologie, de se pencher sur eux ce qu'ils veulent en fait pour leur vie, pour leur réussite et des conditions dans lesquelles ils veulent vivre. Et juste à partir des réponses à ces questions-là, de eux, leurs ambitions en termes de salaire, le cadre de vie qu'ils veulent avoir, le type de personnes avec qui ils veulent discuter au quotidien, de leur mission, etc. Je pense que d'eux-mêmes, en fait, ils sauront si c'est fait ou non pour eux, Ta DEMI. Moi, je sais que des discussions que j'ai eues, en tout cas en face à face, avec des personnes que je connaissais plus ou moins, globalement, en tout cas, les personnes qui avaient le profil pour ont choisi Ta DEMI, et aujourd'hui, elles sont très contentes d'avoir fait ce choix-là, et moi le premier. Donc, assez simple, quoi. En tout cas, nous, chez Ta DEMI, on est hyper fiers de toi, hyper fiers de ton parcours. Tu le sais, je te l'ai dit lors de notre tout premier échange, je croyais et je crois toujours en toi à 2000%. J'étais persuadé de ton potentiel. Je suis hyper ravi de voir comment tu continues à t'épanouir. Et on est malgré tout qu'au tout début de l'aventure. Tu vas même contribuer maintenant au développement de Ta DEMI et continuer à nous aider en tant qu'ambassadeur. Et ça, je suis hyper fier de ça aussi. Pour finir cet échange, Alpha, est-ce que tu aurais envie d'adresser un dernier mot peut-être voilà, je te laisse conclure notre échange. Ok. Alors, 2 derniers mots, si tu l'autorises, bien sûr. Je t'autorise tout ce que tu veux, Alpha. T'es chez toi, c'est ton podcast. Comme à la maison. C'est ton podcast. En tout cas, déjà, merci encore, Sofiane, tu vois. Genre, des fois, je repense vraiment à ce premier appel qu'on a eu, ce premier échange, où juste je t'ai dit oui de manière extrêmement rapide. Et encore une fois, sinon, on serait pas là à se parler. Donc, encore merci, tu vois, pour m'avoir fait confiance ce jour-là, quand je t'avais fait ma petite lettre de motivation, comme j'étais super motivé à l'idée de rejoindre Ta DEMI. Donc, encore merci à toi. Et également, merci à mon père. Merci à mon père de m'avoir fait confiance, à qui j'ai pu également parler de tout ça dès l'instant où je lui ai parlé de Sofiane. Il se rappelle encore de toi, tu vois. Et le jour où tu passes à Rouen, tu manges un mafé avec mes parents, c'est promis. Eh ben, écoute, j'accepte l'invitation avec grand plaisir. En tout cas, voilà, je suis hyper content d'avoir pu faire cet échange avec toi, Alpha. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, tu le mérites. Et nous, on sera toujours là si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez la moindre question, vous savez que vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou nos différents réseaux. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce contenu. À la prochaine. Merci Alpha. Merci.